Vous écoutez Profil sur Arte Radio. On n'a pas envie d'entendre parler des grossesses qui finissent mal. Ça tombe bien, personne n'en parle. D'ailleurs, moi, je n'en avais jamais entendu parler avant que ça m'arrive. L'avantage, c'est que je n'ai pas eu peur avant d'avoir mal. Hop là hop, je suis enceinte. I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy. L'inconvénient, c'est que j'ai été stoppée en plein vol quand j'ai appris que j'allais devoir avorter. Vous allez devoir avorter. Avorter. Je vais devoir tuer mon propre enfant. Je suis Médée. Je suis la fille de la grande faucheuse. Mon ventre est un tombeau. C'est une histoire que j'ai vécue il y a 6 ans. Aujourd'hui, j'ai une petite fille de 4 ans. C'est toi. On chante ensemble, petit canard au Bordeaux. Sans elle, l'histoire serait différente. Et pourtant, j'ai quand même eu besoin de comprendre. Une femme sur 4 est confrontée à une grossesse qui ne va pas à terme au cours de sa vie. Et personne n'en parle. C'est quelque chose qui n'a pas de place dans le langage, qu'on a rendu invisible et indicible. Annie Ernaux. Comme toutes les questions liées aux grossesses qui ne vont pas à terme sont compliquées et tabous, je suis allée rencontrer une psychologue experte en deuil périnatal, une sage-femme féministe, une maîtresse de conférences spécialisée en droit reproductif et une autrice illustratrice engagée dans les questions liées aux grossesses arrêtées. J'ai aussi récolté les voix de femmes qui ont vécu des pertes lors de leur grossesse, au début, au milieu ou à la fin. Il n'y a que les femmes qui ont répondu à mon appel à témoigner, et ce sont majoritairement les femmes qui travaillent à ce sujet. Soyons très clairs, comme d'habitude, dès qu'on parle de grossesse et de parentalité, c'est quand même les femmes qui vont au front, même si bien sûr que les hommes souffrent dans ce cas-là. Il faut aller les chercher pour qu'ils se racontent. J'en avais un à mes côtés, mon amoureux, le presque père qui a accepté de témoigner, Gianni. Et puis moi, ça m'a ramené au deuil le plus touchant de ma vie. C'était aussi puissant que la mort de mon père quand j'avais 11 ans. Leurs voix se mêlent à mon histoire pour raconter ce que l'on ne dit pas. Presque mère. Un podcast de Laure Châtrefou, réalisé par Arnaud Forest. Mardi 13 mars 2018, 9h15, ça commence avec la première échographie. Je rejoins Gianni en bas d'un immense building de verre, le bonheur. On s'envole. On attend notre tour dans une salle d'attente baignée de soleil. On est tout excités, on s'ambiance sur les prénoms. Vanina, Alessandro, Paolo, Elia, Marcello. Ah non, j'aime pas. J'aime bien Vanina. Vanina, Châtrefou, Fileccia. Madame Châtrefou ? Je m'allonge sur la table d'auscultation. L'échographiste met du gel sur le pommeau et le pommeau sur mon ventre. Je regarde l'écran en souriant. Le bonheur. L'échographiste ne parle pas, elle est concentrée. J'entends le cœur battre. Je ne vois pas le visage de l'échographiste. J'ai les yeux rivés sur l'écran du bonheur. Et puis, elle dit... Il y a un problème. La clarté nucale mesure 11 mm. Elle est censée mesurer 2 mm. C'est rare. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est peut-être le syndrome de Turner. Une clarté nucale si épaisse, j'ai jamais vu ça. Je suis désolée. Je ne comprends rien, je comprends tout, c'est mortel. On entre dans le brouillard, au milieu d'une tempête. Avec le soleil dans les yeux et le vertige dans la tête. On se perd entre la brume et l'écume. Les objets s'estompent. Tout semble se dissoudre dans la lumière. Tempête de neige, avalanche et inondation.
L'échographiste pose sa main sur mon bras. Geste de désolation, geste de pitié. Tendresse insupportable, tendresse indispensable. Éphémère. La froideur clinique de l'échographiste reprend le dessus. Sa main abandonne mon bras, sa main attrape un téléphone, elle appelle une gynécologue. Vous avez rendez-vous demain matin. Puis, elle nous dit « J'ai beaucoup de retard. Il va falloir sortir maintenant. 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 » Salope d'échographiste. Mon corps est rentré à la maison. Ma tête est restée bloquée dans la salle noire de l'échographiste. La douleur clouée au corps par 1000 petites pointes noires. Plus rien n'avait de sens en fait. Je sais pas, c'est ce qui me vient, on allait à l'abattoir quoi. Enfin, c'était fini quoi. C'était en train de monter en fait, comme la gerbe quoi. Comme si j'allais avoir la gerbe, comme si j'allais avoir. T'as une échographie et là, cut. C'est une falaise quoi, tu tombes d'une falaise, enfin, tu meurs en fait. Il y a une partie de toi qui meurt clairement. Quand on a envie de fonder une famille, quand on a envie de donner la vie, en fait, on s'attend pas à être confronté à la mort, en fait. Moi, il n'y avait plus rien qui faisait sens dans ma vie. Je me retrouvais face au néant, face au rien, face à l'impression de tomber dans un trou noir, en fait, où on crie mais personne nous entend. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau, il s'est mis en pause. Il s'est mis en pause et puis c'est mon conjoint qui a géré. Parce qu'il fallait quand même passer à l'étape... qu'est-ce qu'on fait maintenant ? L'étape du paiement, l'étape... C'est vrai qu'il a pris le relais à ce moment-là. Moi, j'avais vraiment l'image de l'échographie devant les yeux, donc un peu compliqué. Dans cette chute, je me suis accrochée aux mots de Diane de Wailly, qui est psychologue. J'avais lu et relu son livre sur l'expérience des pertes périnatales plusieurs fois et enfin, j'étais assise à ses côtés sur un canapé beige très élégant, un soir d'automne. Je vous enregistre ? Ouais, s'il vous plaît. Je lui ai demandé de me parler de ce moment où tout commence et tout finit. L'annonce de la maladie, de la malformation, le choc, l'état de choc. C'est le tsunami, c'est la déflagration, c'est la bombe. Comme si finalement, ce qui était en train de se passer était préalablement pas imaginable, pas représentable et éventuellement n'arrivait qu'aux autres. Mais quelque chose qui ne pouvait pas leur arriver. C'est un choc car on n'y est pas préparé. On est seulement conditionné à une grossesse heureuse. Je devais le savoir, mais je l'ai complètement occulté. Dans l'absolu, on le sait. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on fait des échographies. Sauf que je pense que les parents viennent à l'échographie avec une certaine joie de rencontrer leur bébé, de découvrir le sexe de cet enfant attendu, de pouvoir se représenter un petit peu ce qui se passe dans cet intérieur, qui reste quand même assez mystérieux. Et je pense qu'il y a un déni de l'existence possible d'une malformation. Et il y a d'ailleurs un paradoxe entre la position de l'échographiste et la position des parents. Les parents, ils viennent voir leur bébé et confirmer que tout va bien. L'échographiste, quant à lui, est là pour vérifier l'absence d'anomalie. Donc en fait, il guette, il est à l'affût de l'anomalie. Donc déjà, le positionnement de l'un et de l'autre est diamétralement opposé. Je suis souvent revenue dans la chambre noire de l'échographiste pendant les séances d'hypnose que j'ai suivies après cet événement pour tenter d'effacer le traumatisme, le choc. Suivez mon doigt. Et à chaque séance, j'avais envie de tuer l'échographiste, de l'assassiner, de lui planter un couteau dans le cœur. J'avais envie de lui faire bouffer son pommeau, sa froideur et son manque de tact. J'avais envie de faire exploser l'immeuble de l'échographiste et de faire sauter toutes les femmes enceintes. Mon aversion pour les femmes enceintes a commencé en sortant de l'immeuble, que j'aurais voulu voir s'écrouler avec moi.
dans la rue, en fait, de voir une femme enceinte, de voir un bébé qui vient de naître, mais à chaque fois, mais ça me mettait dans un état, quoi, ou quand j'entendais des annonces de grossesse, ça, c'était le pire, quoi, en fait. Les annonces de grossesse, c'était là, en fait, non, je peux pas me réjouir, en fait, et j'ai juste envie de pleurer, alors. On n'a pas revu notre meilleur ami pendant toute sa grossesse. Pas vu, plus vu, et on n'a pas voulu les voir pendant 1 an, je pense. Impossible. Parce que c'était trop dur, enfin, ça mélangeait trop d'émotions. Une colère, une jalousie, on n'allait pas pouvoir vivre le truc où les 2 enfants allaient jouer ensemble. Et puis surtout, on allait à chaque fois se rappeler que nous, en fait, on aurait eu un enfant, nous aussi, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Mardi 13 mars 2018, 23h. On est rentré à la maison, sidérés. Les mots de l'échographiste tournent en boucle dans nos têtes. Un mauvais disque rayé qui ne s'arrête jamais de recommencer. Un mauvais disque rayé dans une lampe obscure, hostile, austère. Cariotype fétal. Clarté nucale. Les forums sont anxiogènes, mais c'est plus fort que nous. On y passe toute la nuit. Magicmaman.com, babycenter.fr, mamanpourlavie.com, parents.fr. Je découvre l'existence de l'interruption médicale de grossesse, l'IMG. J'ai le sentiment terrible d'être la première, la seule, l'unique. Je réalise que personne ne m'a jamais parlé de fausse couche, et encore moins de l'IMG, aussi appelé avortement thérapeutique. Il y a sûrement un moyen pour le garder. Désigne une interruption de grossesse pratiquée volontairement lorsque la santé de la mère ou de l'enfant à naître est en danger. Je vais devoir accoucher. Je n'ai que cette angoisse en tête, devoir accoucher. J'ai peut-être attendu trop longtemps. Pourquoi nous ? Je ne me vois pas vivre avec un enfant très handicapé. Et si finalement tout va bien, on ne pourra jamais le savoir. Aucun récit, roman, rumeur, exemple connu à ce sujet. Le bonheur d'être enceinte, puis l'énorme montée d'angoisse. Le doute qui m'a assailli pendant 1 mois. J'ai peut-être trop douté. L'échographiste a dit que c'était certainement le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner, c'est quoi ? Comment on peut le garder ? C'est une anomalie chromosomique qui ne touche que les filles. Ce n'est pas mental, c'est physique. Imagine qu'on ait une petite fille qui souffre très fort. On le regrettera toute notre vie. Je ne veux pas prendre le risque. On était... on s'est coupé du monde, hein, clairement. À ce moment-là, il n'y a aucune connexion qui va te rassurer. Il n'y a aucune parole qui va te... Tu sais même plus si tu penses. Tu sais même plus... Il n'y a plus de sentiments. Enfin, c'est vraiment vide. Vide total. Et puis juste moi, quand nos regards se croisaient, on se mettait à chialer, quoi. C'est vraiment une tristesse. Tu peux plus interagir. J'ai pensé, pourquoi moi ? Pourquoi je n'ai pas réussi alors que toutes les autres y arrivent ? J'ai l'impression d'être la seule à vivre cette épreuve. Pourquoi j'ai pensé que j'étais seule ? Pourquoi on n'en parle pas ? Qui compte les grossesses ? Personne. Là se noue le problème. Ce que l'on retient, ce que l'on recense, ce qui compte, ce sont les naissances. Ce que l'on oublie, ce que l'on dénie, ce que l'on ne compte pas, ce sont les corps qui les auront rendus possibles. Camille Froidevaux-Mettery, Les corps des femmes. Les grossesses qu'on ne compte pas, ce sont toutes nos expériences de grossesse qui n'aboutissent pas à une naissance mais qui ont eu bien lieu dans nos corps. Ce sont les avortements au sens large. Quand on parle d'avortement, la plupart des gens pensent uniquement à l'IVG. En fait, ça inclut aussi les interruptions médicales de grossesse. Ça inclut aussi la gestion des arrêts de grossesse spontanés, donc on appelle les fausses couches, quel que soit le terme. Mais aussi toutes nos tentatives pour être enceinte. Tous les efforts mis en œuvre dans nos corps pour que ça marche. Procréation naturelle, PMA, FIV. Alors oui, la grossesse n'a pas commencé, mais nos têtes, nos corps bourrés d'hormones, eux, sont prêts. Les grossesses qui ne comptent pas, j'ai décidé de les compter. Madame et monsieur, faites ce jeu. 200 000 arrêts de grossesse spontanés, les fausses couches. Plus 220 000 interruptions volontaires de grossesse. Plus 7 000 interruptions médicales de grossesse. Plus 16 000 grossesses extra-utérines. Plus 4 000 morts fœtales in utero. Plus 120 000 tentatives échouées d'assistance médicale à la procréation, PMA, FIV.
Sans compter les réductions embryonnaires, les tentatives de procréation naturelle échouées, de fausses couches précoces non déclarées. Soit un total d'environ 600 000 grossesses non abouties. 600 000 silences. Il y a donc en France 700 000 naissances par an et 600 000 expériences de grossesse qui n'arrivent pas à terme, dont on ne parle pas. Je m'imaginais vivre un drame extrêmement rare. Je pensais que j'étais seule, nous étions des centaines de milliers. Égoïstement, je me suis sentie un peu soulagée, mieux entourée, moins isolée. Je pensais que j'étais seule. Je pensais que j'étais seule. J'ai pensé que j'étais la seule. Alors moi j'ai vécu une grossesse arrêtée. J'ai vécu une interruption médicale de grossesse. J'ai vécu une interruption volontaire de grossesse. Donc voilà, fausse couche spontanée. Je pensais que j'étais seule. Fausse couche tardive. Je faisais une grossesse molaire partielle. Une FIV. La naissance d'un enfant sans vie. Une IMG. Au moment du 6e mois à peu près. Je l'ai su qu'à 12 semaines d'aménorrhée. Une interruption médicale de grossesse à 20 semaines et 6 jours. J'ai pensé que j'étais la seule. J'ai perdu 5 grossesses, donc une IMG. En 2 ans, j'ai vécu 2 fausses couches et une interruption médicale de grossesse. Je pensais que j'étais seule. Je pensais que j'étais seule. Presque toutes les femmes dans leur vie de femme sont potentiellement concernées. Je pensais que j'étais seule. Il y a un vrai décalage entre cette fréquence et le silence qui règne autour de tout ça. Je pensais que j'étais... Ce silence commence avec l'injonction à se taire lors des 3 premiers mois de grossesse. Car c'est durant cette période que les risques sont les plus élevés. Je me suis sentie honteuse en fait, comme si j'aurais pas dû en parler parce que c'était beaucoup trop tôt. Le premier truc qui m'est venu, c'est on l'a dit à tellement de monde. Il y a tellement de monde qui est au courant qu'on va devoir redire à tout le monde. Et en fait, c'est un peu ce truc-là où ma belle-sœur qui est sage-femme a eu une réflexion. Vous l'avez peut-être annoncé un peu tôt. Et ça, cette phrase, je l'ai pas aimée. Certes, on peut ne pas vouloir annoncer sa grossesse et donc sa fausse couche à tout le monde. Et il y a des personnes à qui au regard desquelles on peut vouloir conserver une certaine intimité tant qu'on peut le dissimuler. Mais pour nos proches, cette espèce d'injonction sociale, elle est si bridante en fait. C'est Lisa Carayon, maîtresse de conférences spécialisée en droit reproductif, qui a spontanément évoqué ce silence lors de notre rencontre. Cette espèce de système de limites, de dates, qui fait le départ entre les grossesses dont on parle, les grossesses dont on ne parle pas, les grossesses qui s'interrompent de façon légitime, pas légitime, pour lesquelles on vit des parcours médicalisés ou au contraire pour lesquelles on vit la fin de la grossesse seule dans ses toilettes. Mais en fait, ça nous fractionne tellement en tant que femme. Ça fractionne tellement nos expériences, alors qu'en réalité, on a toutes, plus ou moins, à différents stades, vécu personnellement ou autour de nous une de ces situations. Qu'en réalité, on pourrait en faire une grande expérience féminine de la reproduction pour lesquelles on pourrait avoir un combat commun. C'est quelque chose qui arrive et vous transforme. Cela dit, on peut très bien l'occulter par la suite. C'est tentant, c'est ce qu'on nous pousse à faire. Mais se taire, c'est taire sa réalité de femme et se ranger du côté de la domination masculine. Annie Ernaux. Chérie, on a rendez-vous à 9h avec la gynécologue. Réveille-toi. Mercredi 14 mars 2018, 7h. Une porte s'ouvre derrière la secrétaire, un passage secret, celui dont je rêve depuis hier, passer par derrière, être invisible, disparaître. On s'installe au bureau de la gynécologue. Elle a déjà les résultats de mon échographie. Elle confirme le diagnostic. D'ailleurs, elle ajoute: Vous auriez dû faire une fausse couche. Il n'y a pratiquement aucune chance que le fœtus survive. Vous auriez dû faire une fausse couche. Et si le fœtus survit, l'handicap sera très lourd. C'est très grave. C'est très grave. Une fausse couche, c'est un arrêt naturel de grossesse. C'est quand le cœur du fœtus s'arrête. Mais comment on interrompt une grossesse pour cause médicale ?
Enfin, comment concrètement dans mon corps, mon ventre, mon sexe, comment ça va se passer? Je vois du sang, des cris, j'ai peur. La gynécologue nous propose 2 alternatives. Soit je peux choisir d'avorter par aspiration, sous anesthésie générale dans 5 jours, et dans ce cas, il s'agira d'une interruption volontaire de grossesse, une IVG. Le problème, c'est que l'analyse du fœtus n'est pas possible. Pourquoi je dois faire une IVG? Soit je peux choisir d'accoucher avec une péridurale, mais dans 3 semaines. Dans ce cas, c'est le protocole de l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, avec sa décision collégiale et sa semaine de réflexion dans l'hôpital où je suis. L'avantage, l'analyse du fœtus est possible. Le problème, c'est qu'il faut attendre 3 semaines et il faut accoucher. C'est-à-dire faire une péridurale, aller dans la salle d'accouchement, expulser un fœtus mort de 3 mois. Il est hors de question que j'accouche, alors que j'ai le droit de faire une aspiration. Quand tout d'un coup la gynécologue change de voix. Elle nous propose d'analyser le fœtus illégalement et de m'éviter l'accouchement. Gynécologue, je t'aime. On reste bouche bée. Tu es ma sauveuse. Elle ne voit pas pourquoi je dois accoucher pour faire une analyse. Moi non plus, je suis d'accord avec elle. La gynécologue est une résistante. Elle n'avait pas l'air pourtant. C'est une pirate de l'avortement. La petite fille des faiseuses d'anges, enfin la fille des faiseuses d'anges, elle prend des risques pour contrer l'absurdité du système. Elle nous explique que le comité qui décide de l'interruption médicale de grossesse est constitué d'hommes plutôt âgés et que leurs décisions ne correspondent pas à la réalité des patientes qu'elle reçoit. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle essaie d'expliquer la particularité des situations auxquelles elle est confrontée, ils votent contre ces décisions et par ricochet contre les femmes. Elle me conseille de cocher la case IVG pour éviter la lourdeur administrative de l'IMG dans cet hôpital. Ce matin-là, la gynécologue nous sauve un petit peu. J'avorte dans 5 jours. Anomalie fétale. Lors de l'annonce du diagnostic, une image monstrueuse s'est imposée à moi. Pronostic vital. Même après l'échographie, j'ai eu la sensation de porter non plus un enfant, mais un monstre. J'avais peur de ce ventre. Je le regardais avec horreur. On n'a qu'une envie, si cette représentation persiste, c'est que ça s'arrête le plus vite possible, bien sûr, parce que c'est insupportable. J'étais forcée d'attendre 5 jours avant d'avorter, avant que ça s'arrête. L'horreur au creux du ventre, l'angoisse qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je suis vraiment obligée d'attendre 5 jours, 432 000 secondes. Ça va être très, très, très long. L'horreur au creux du ventre. 5 jours, c'est mieux que 3 semaines. 5 jours d'arrêt, d'attente. Le monde s'est arrêté. Je me rappelle, moi j'ai pris un arrêt de 10 jours. Et j'étais certain, clairement, de ne pas pouvoir aller au travail. Enfin, c'était sûr, j'aurais chialé toute la journée. Où t'as pas envie de faire semblant de rigoler, t'as envie de rien, t'as vraiment envie de rien. On reste dans le lit tous les deux avec les chats. T'es où, Minou? Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Viens, mon chat. On ne sort pas, on ne fait rien. On regarde le plafond, on attend. Et c'est marrant parce que c'est la douleur, elle est montée là, en fait, en prévenant les proches. Ouais, c'était très très dur, je me souviens. Bah, t'annonces juste la mort de quelqu'un, en fait. Tu te retrouves à annoncer la mort de quelqu'un. Et c'est super dur d'annoncer la mort de quelqu'un. C'est étrange, je pensais que j'aurais hâte d'en finir, mais je ne suis pas pressée d'avorter. Je découvre que je suis contente d'être 2 encore quelques jours. Le monstre a disparu, le bébé est réapparu. Entre l'annonce, la décision et l'aspiration,
ça va être un temps de réconciliation où vous arriverez au moment de l'aspiration apaisé par rapport à cet enfant, qui sera un enfant, qui ne sera plus un alien en fait. Mais c'est un temps où effectivement il se passe énormément de choses dans la tête et c'est un temps finalement qui va vers la réconciliation. Enfin, je pense à une femme, un diagnostic grave avait été posé et donc le couple avait pris la décision d'une interruption médicale de grossesse et on était à la veille d'un week-end, j'évoque cette idée de réconciliation parce qu'elle était effectivement assez en colère avec quelque chose d'insupportable, d'être enceinte en même temps sachant que ça allait s'arrêter. Le lundi matin, je la revois. Elle me dit, écoutez, en début de grossesse, j'avais imaginé que je lui ferais faire des tours de manège, des chevaux qui montent et qui descendent. Et ben ce week-end, je suis allée faire du manège avec mon enfant dans mon ventre pour qu'il puisse vivre ça. Et ça a été un moment très doux finalement et qui me permet aujourd'hui de pouvoir me séparer de lui. Quand on donne la vie, on prend le risque de la mort. Et dans ce temps psychique de cheminement, là, on peut plus être dans le déni. La mort prend réalité. Et donc, comment l'accompagner pour essayer de vivre la mort de son enfant en étant le plus en phase avec soi-même, en fait. Et je pense que ce temps, il est fondamental. Pendant ce temps d'attente et même après, j'ai été envahie par la culpabilité. Je me suis demandé si c'était de ma faute. On a toujours envie de trouver un coupable, d'expliquer l'inexplicable. Si j'avais tout de suite voulu cet enfant, aurait-il eu une anomalie chromosomique ? Mes doutes auraient-ils pu lui donner ? Je sais que ça n'a pas de lien, mais le sentiment est quand même présent. Dès qu'on sait qu'on est enceinte, on arrête le vin, on arrête le café, on arrête tout. Donc forcément, en fait, on se met déjà dans une condition où on est ultra déjà centré sur la grossesse et du coup, tout se fait par rapport à ça, quoi. Le message insidieux est que il faut que tu fasses ça pour que ta grossesse continue. C'est un peu le truc qui est dit en transparence. Hein. Du coup, forcément, on se sent responsable quand ça marche pas parce qu'on nous a tellement dit que tu dois pas manger ça, tu dois pas faire ça, fais pas de vélo, fais pas de trucs, que forcément, quand ça t'arrive, tu te dis, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et ce sentiment de culpabilité est alimenté par les réflexions des autres, qui nous reviennent toujours aux oreilles. Au détour d'une conversation, la chaise sans faire exprès. Elle fait trop la fête. Elle est trop vieille pour faire un truc. Elle est trop vieille. Trop vieille. Elle boit trop. Trop lesbienne. Trop chaude, trop froide. Elle fait trop de sport. Elle s'éteint de rire. Elle a attendu trop longtemps. Trop chiante, trop grosse, trop maigre, trop jeune. Elle a mangé des huîtres. Et du fromage au lait cru. Elle fait trop de sport. Trop acharnée. Elle a attendu trop longtemps. Les grossesses empêchées sont des histoires où les femmes sont toujours soupçonnées d'être coupables. Facilement jugées, plutôt 2 fois qu'une. Coupable, coupable, coupable. J'ai eu un sentiment de culpabilité aussi parce que dans le passé, j'ai eu recours à des IVG. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a traversée en me disant, voilà, tu vois, là, tu voulais ce bébé-là et c'est pas possible. Et alors que t'as eu recours à l'IVG avant et que voilà, ça se trouve, c'était des bébés en bonne santé, quoi. C'est peut-être le retour de bâton, quoi. Il y a quand même une part d'absence de maîtrise et que finalement, de ne rien contrôler, c'est compliqué. Et d'accepter de ne rien contrôler, comment la grossesse va se passer, à quel moment on va accoucher, à quoi va ressembler cet enfant. On n'est pas habitué, en fait, quand on est adulte, à pas avoir un minimum de contrôle. Il se trouve que la grossesse, c'est la situation de non-contrôle par excellence. On se sent coupable, fautive, incapable, et donc condamné à avorter, puni.
Lundi 19 mars 2018, 8h30. Nous marchons en zigzag comme si nous étions perdus, mais je sais très bien où nous allons. Avorter, dans une maternité. Nous croisons des femmes au ventre rond. L'une d'elles porte un long manteau très élégant. Elle a le teint livide. J'ai pensé qu'elle portait un enfant mort. Un landau bleu marine nous dépasse. Les cris des nouveau-nés résonnent de tous les côtés. Un doudou rouge gît sur le sol. Gianni glisse sa main dans la mienne. Il m'entraîne vers l'ascenseur. La porte se referme derrière nous. On est puni quoi. Enfin, on est puni, on est vraiment puni. On va pas avoir de bébé et en plus on se tape le bonheur des autres. Enfin, franchement, à l'intérieur, ça remue. Tes idées, elles vont dans tous les sens. Tout frappe à la porte. Y a rien qui sort, y a rien qui est intelligent. 3e étage. Une femme vêtue de blanc semble nous attendre. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Chambre 193. La chambre est grande, plus grande que la nôtre. Gianni commence à fumer. Ça sent l'hôpital et le caramel. Il fait chaud. On s'allonge sur le lit une place, l'un contre l'autre. On allume la télé. Surtout si tu as mal, tu me dis. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais te chanter? C'est la dame vêtue de blanc. Elle demande. Où sont vos enfants? Excusez-moi, je vous ai confondu. Elle nous explique le protocole à suivre. Elle est méthodique. Il faut signer des documents. Il faut prendre un médicament 2 heures avant l'intervention. Il faut mettre la chemise de nuit ouverte dans le dos. Quelqu'un viendra me chercher pour m'emmener au bloc. Je regarde le nom du médicament. Misoprostol. Une toute petite pilule blanche. J'en ai déjà prise une fois pour avorter il y a 10 ans. J'ai fini aux urgences. Je sais que je ne le supporte pas. La dame en blanc hésite un peu et elle dit « Ok, vous le prendrez 1 heure avant l'intervention. » Elle sort et Gianni recommence à faire des nuages de fumée. Je reste étendue sur le lit, on oublie la télévision et on commence à lire. L'horloge tourne. Et puis, 1 heure avant, j'avale le médicament en une seule gorgée. La douleur explose dans tous les sens. Je vomis, je gémis, je tremble de la tête aux pieds. Se tordre pour l'éliminer, ça ne change rien tant que je ne serai pas anesthésiée, tant que le bébé ne sera pas expulsé. Chaque seconde dure une éternité. C'est le temps de la douleur. Une brancardière est arrivée. Je n'ai pas vu Gianni disparaître, j'ai juste eu le temps d'apercevoir la gynécologue. La douleur s'arrête ici. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux s'en vont chantant. Reste avec moi. Comme dans le film Annie Colère, j'aurais aimé qu'une femme, une amie, me tienne la main et me chante cette chanson. Saxo del riscalo limani, trelina mexicani, apoton piria. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Je me réveille avec le sourire. J'aime la drogue de l'anesthésie. Je suis dans la grande chambre. La télévision est éteinte. Gianni pleure devant moi. Pourquoi tu pleures, chérie?
Je ne puis pas exprimer ce que je souffre. C'est un désarroi général. J'aimais tant un enfant de toi. C'était toute ma vie. Cette espérance, cette réunion, ce bonheur commencé, tout cela arrêté, retardé, perdu peut-être. Honoré de Balzac. Lettre à sa maîtresse. 1846. Lundi 19 mars 2018, 16h. Nous sortons de la maternité, juste tous les deux. Les bras vides, le ventre vide. Et après, plus rien. Le temps disparaît. Je ne me souviens presque de rien. Je me souviens être sous la couette pendant 15 jours. Je me souviens de ma mère qui vient s'allonger à côté de moi le matin quand Gianni part au travail. Je me souviens d'Igor, mon chat, qui me fait des câlins sur l'oreiller. Je me souviens chanter cette chanson à tue-tête, Anne Wants to Dance de Papoose. Je me souviens de mes seins qui restent tendus pendant longtemps, de mon ventre lourd, de mon corps qui n'a pas compris qu'il n'était plus enceinte, de sa résistance. Gianni retourne travailler. Comment fais-tu pour recommencer à vivre si rapidement ? Comment fais-tu pour recommencer à vivre si rapidement ? Je me souviens que je passais beaucoup de temps dans les trajets pour aller bosser, à pleurer, à remettre en question l'existence, parce qu'on y pense tout le temps en fait. Pendant, je crois je sais pas combien de temps, des mois, on est à penser en fait. Ça te revient tout seul. Je pense qu'on n'a pas vécu la même chose. Je pense que pour toi, ça a été beaucoup plus puissant, beaucoup plus. Déjà physiquement, toi, t'étais touché. Je traversais une expérience qui touchait au tabou absolu, l'enfant mort. Mère endeuillée, cri universel, vie attendue, mort advenue. Rien. Il ne me restait rien. Ce vide était terrible. Je n'avais pas eu d'enfant, même pendant 1 heure. Obligée de tout imaginer, immobile, j'imaginais. Marguerite Duras. L'horreur d'un pareil amour. J'étais en train de devenir mère et en fait, je ne suis plus rien du tout. Une mère qui vient de perdre son bébé avant terme, à la naissance ou quelques jours après, est une mère qui n'est rien. Rien qu'un paquet de souffrances. Il y a ce processus, tout ce processus de construction du statut de mère et de père aussi, qui se fait au cours de la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a l'échographie, on commence à recevoir des cadeaux, on commence à préparer la chambre. Et puis, en fait, il est stoppé un peu en vol. Et on retourne à un état antérieur alors que, en fait, il s'est passé quelque chose. Je suis une presque mère. Et cet enfant en devenir, c'est un presque bébé. Pour un être mort avant d'être né, il n'y a pas de mots. C'est quelque chose qui n'est pas. Ce n'est pas un bébé mort, ce n'est pas non plus un bébé qui est en vie et qui dort. Il était dans mon ventre et après il a disparu. Donc c'est toujours quelque chose qui n'est pas palpable. En japonais, il existe un mot spécifique pour désigner les vies qui ne voient pas le jour. Mizuko, qui signifie mot à mot enfant de l'eau. Je pense que toutes les femmes qui ont vécu ça, elles ont entendu à peu près les mêmes choses.
En fait, on peut les lister. Il y a peut-être 15 phrases que tout le monde a entendues. T'en auras d'autres. Ça veut dire que ça marche. Un de perdu, 10 de retrouvé. T'en auras d'autres. À cet âge, c'était pas un bébé. Vaut mieux ça qu'un handicapé. T'aurais pas pu gérer un enfant avec tous tes voyages. T'en feras un autre. T'en auras d'autres. C'était un fœtus. On peut pas s'attacher à un fœtus. Machine, c'était pire. C'était à 9 mois de grossesse. Allez, ça fait 2 ans, faut avancer. Si t'as une graine de pavot. La nature fait bien les choses. On m'a pas en parlé des lustres. T'en auras d'autres. C'est qu'un amas de cellules. Plante un arbre, ça ira mieux. Personne n'en parle, personne ne veut en parler, personne ne sait en parler. Alors quand il y a des tentatives, il y a des mots déplacés. Rien n'étant convenu, rien n'est dit de convenable. On va rendre la chose plus petite pour qu'elle soit plus acceptée, alors que je pense justement c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est rendre la chose grande et la regarder pour justement qu'on la voit en fait. Et je pense que c'est en la voyant comme toute chose, en la voyant et en parlant, que justement on en fait le tour, ok, on en discute ensemble et puis elle va rapetissir et puis elle va être acceptée plus facilement. En faisant comme si de rien n'était, ils font comme s'il n'était rien. Mais moi, je l'aimais ce rien. Il y a des gens autour de moi qui m'en ont plus jamais parlé, qui m'ont pas dit 15 jours après, mais comment tu vas ? Est-ce que c'est pas dur ? Comment tu te sens ? Et dans ton corps, c'est comment d'accoucher et de rentrer chez soi tout seul. Quand quelqu'un meurt, on dit mes condoléances. Et c'est bon, ça fait le taf. Il faudrait pouvoir trouver quelque chose, mais c'est pas plus bête que je suis désolée, je pense très fort à toi et je suis là pour toi. Sur son compte Instagram, mais presque rien, Mathilde Lemiel a écrit une liste mémo des choses à faire en cas de deuil périnatal. J'aurais aimé que tous mes proches l'aient. S'intéresser, poser des questions et écouter les réponses. Ne pas avoir peur de prendre des nouvelles. Être là et l'être vraiment, donc physiquement, venir voir les gens, quoi. Aider avec des repas, le ménage, de l'administratif ou des babysitting. Offrir une petite attention, une carte, un dessin, une plante, un livre, un bijou, une bougie, un massage. Ne pas minimiser, ne pas comparer et ne pas donner d'avis ou de conseils non sollicités. Se souvenir. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais en train de vivre un deuil. Je ne suis pas sûre que mon entourage l'ait compris. Je pense que je ne l'aurais pas compris si je n'avais pas vécu, parce que pour les autres, personne n'a disparu. Et je sais pas si je me suis vraiment dit c'est un deuil. Je m'autorisais pas, je pense, à penser ça. Enfin, à entrer en phase de deuil, en fait, parce que ni mon conjoint, ni ma famille autour, ni même le personnel médical par la suite, parce qu'on a quand même des échos de contrôle après. Personne ne parle de deuil, en fait. C'est pas un terme qui est employé, c'est pas ni par les amis, ni par... voilà. Donc non, je me suis pas autorisée à faire le deuil tout de suite, en tout cas. Comment faire le deuil d'un être aimé, mort avant d'être né ? Toute la complexité du deuil périnatal, tout est lié aux projections qu'on avait faites. Il y a un embryon qui est là à 14 semaines, mais on s'était déjà imaginé un enfant qui est grand, qui est petit, dont on va accoucher. Il a une existence psychique et c'est de cet enfant-là qui existait déjà dans la tête dont on fait le deuil. Et pas forcément, effectivement, du corps de l'embryon à ce terme-là, mais ça existe quand même. C'est quand même douloureux. Alors là, ça vient toucher après un autre aspect qui, je pense, est très important à prendre en compte, c'est la représentation. Pour certaines femmes, elles seront enceintes de 1 mois, elles auront déjà leur enfant dans leur tête. Et qu'effectivement, si cette grossesse s'arrête à 9 semaines, pour elles, ça sera la perte d'un enfant. Alors que, médicalement parlant, ce n'est qu'un embryon. Pour d'autres femmes, avant l'échographie de 22 semaines, finalement, c'est plus un état de grossesse. Donc, si cette grossesse s'arrête, c'est davantage l'arrêt d'une grossesse plutôt que la perte d'un enfant en devenir.
Et donc, ça, je trouve que c'est très important de faire le distinguo entre l'aspect médical, l'embryon, le fœtus, l'aspect juridique, 12 semaines, 15 semaines, 22 semaines, etc., et l'aspect psychique. Et ces trois dimensions ne vont pas forcément toujours dans le même sens. Je m'imaginais être maman dans quelques mois. Je m'imaginais l'arrivée de notre bébé, je l'aimais déjà. Mon imagination avait été très rapide. Naissance, enfance, adolescence. Je m'étais demandé quel adulte serait cet enfant que j'attendais. Dans quel monde vivrait-il ? J'avais déjà imaginé la chambre, les nuits blanches, la vie qui bascule. C'est difficile de faire le deuil de cet être dont je n'ai presque aucune trace. Un test de grossesse positif, une échographie, les papiers de l'avortement. Il n'y a pas de tombe pour aller me recueillir. On n'enterre pas les fœtus de 3 mois dans la société dans laquelle je vis. C'est inutile d'espérer retrouver une trace de son prénom. Il n'y a aucun papier officiel mentionnant son existence. Le livret de famille est resté vierge. J'ai appris plus tard que si j'avais pu être estampillée IMG, j'aurais pu choisir d'inscrire la petite fille que j'attendais sur notre livret de famille avec l'acte d'enfant sans vie. C'est un acte dit compassionnel, c'est-à-dire qui vise à accompagner, à soulager la douleur. À l'époque, on avait un livret de famille. On aurait créé un livret de famille pour ça. Donc c'était un livret de non-famille. Donc c'est particulier. Moi, j'aurais bien aimé que son prénom soit écrit sur notre livret de famille. Gianni a envie de refaire un bébé, mais moi j'ai besoin de temps. Nous revoyons la gynécologue lors d'une visite de contrôle et elle me prie, enfin elle m'ordonne de ne pas attendre. Vous avez 36 ans, vous n'avez plus le temps. Mais je ne peux pas faire autrement, je prends le risque. J'ai besoin de temps pour faire le deuil. Il y a des femmes qui recommencent très vite à tenter de faire un bébé, chacune fait comme elle sent. C'est très imprévisible, irrationnel. Moi, je viens de passer 4 mois à être enceinte et à avorter. J'ai besoin de laisser mon corps se reposer. Abîmer, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais il y a quelque chose qui moi, m'intéresse aussi. C'est aussi le sujet de la sexualité, du corps, comment tu reprends une sexualité après un accouchement, c'est déjà un vrai sujet. Mais quand tu reprends une sexualité après un accouchement d'un enfant mort, c'est aussi un autre sujet. Parce que ce lieu de l'intime, ce corps, il y a en plus la connotation de la mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel j'aurais bien aimé pouvoir être accompagnée. Alors on a décidé de se paxer, de faire une grosse fête dans un château, de faire la fête pour oublier. Non, c'est San Giuseppe Iato. Ah, ok. Et grâce au temps, à l'écriture, aux paroles d'autres femmes que j'ai récoltées, aux séances de psy, la vie a repris son cours. Pendant longtemps, j'ai eu envie de tuer l'échographe. Et puis un jour, plus rien. 2 ans après, l'indifférence. Même les femmes enceintes ne m'égratignaient plus. Il n'est resté que mon amour pour Vanina. Vanina est un magasin pour femmes distinguées au 17 rue Crébillon à Nantes. Vanina travaille à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Vanina veut dire pluie chassant la tristesse en tahitien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été certaine de mon désir d'enfant. Dimanche 28 juin 2020 à 2h47. Notre fille Thelma est née. Un bébé arc-en-ciel, c'est ainsi qu'on appelle un bébé qui vient après un deuil périnatal. L'espoir et la magie après la tempête. Arte Radio. .com